avons avec nous M. Messous Saadas, un ancien maquisard et plusieurs fois secrétaire de secteur de zone. Et à la veille de l'indépendance, il était dans le secrétariat de la wilaya d'Arwa. Alors, M. Messous, d'abord, pouvez-vous revenir sur votre trajectoire? Vous êtes né où et comment, c'est-à-dire vous avez vécu sous le joug du colonialisme? Oui, c'est assez simple, dans la mesure où je suis né au mois de mars 1938. J'ai perdu mon père lorsque j'avais 5 ans. J'ai survécu parce qu'il y avait son frère qui était dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il a été donc démobilisé. Il est venu, il m'a trouvé un petit berger. Il m'a pris avec lui, il m'a emmené en France. Et en France, j'ai été scolarisé dans une école primaire. Je l'ai encore en tête, c'est la rue de l'Ourcq, le 101 rue de l'Ourcq, je crois. Je crois que c'est le 101 ou là le 103 ou le 105, je ne sais pas. 105. 105 rue de l'Ourcq. J'ai fait mes primaires là-bas. J'ai réussi à passer au collège. Il y avait un collège à l'époque, parce qu'on passait par les collèges. Jomard, qui n'est pas loin du 19e arrondissement. Et après le brevet, j'ai été admis au lycée Carnot, dans le 17e arrondissement. Donc, durant ma période de là-bas, quand le FLN, c'est-à-dire à partir de 1955, début 1955, le FLN a commencé à s'organiser au niveau de la France. Et moi, j'ai continué, bien sûr, ma scolarisation jeune, 16, 17 ans, qu'est-ce que vous voulez que faire? Lorsque je suis arrivé au lycée Carnot, il y avait des concours qui ont été faits, je l'ai fait comme tout le monde. Et malheureusement, malgré ma réussite, on ne m'a pas accepté dans les écoles que j'avais choisies, puisque je n'avais pas la citoyenneté française. C'était les ponts et chaussées, c'est ça? Non, c'était... Polytechnique. Oui. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, puisque c'est comme ça, au lieu d'être ici, je préfère aller chez moi. Je suis venu directement en Kabylie et j'ai pratiquement été recruté immédiatement. Un mois après mon arrivée, j'étais intégré dans la LN. Mais en France, vous étiez dans une cellule, dans une organisation Je n'étais pas FLN. dans une organisation parce que il y avait une organisation très clandestine. Moi, j'étais jeune. À 17, 18 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à l'époque, là-bas? C'est pas vrai. Lorsqu'on fait des études, on s'occupe des études, on ne s'occupe pas de politique. Seulement lorsque j'ai eu cet accident, comme dirait l'autre, ou cette chance plutôt, pendant ce moment, je crois que le seul endroit où je peux être militaire, c'est dans les combats de l'Akfali. Ok. Mais avant, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas révolutionnaire, on le devient. On n'est pas révolutionnaire. Voilà. C'est-à-dire, comment ça s'est fait le déclic? Quand même, il y a un engagement. Il y a eu un engagement. Même l'engagement, si vous voulez, comme mon oncle paternel qui m'a élevé, il était dans le MNA. Et il était marié avec une femme de la région de Périgueux et je passais mes vacances souvent à Périgueux, dans une des communes. Et dans cette commune, dans ces vacances plutôt, le père d'épouse de mon oncle, c'était un militaire, c'était
un militant, un combattant français contre Les nazis. les nazis. C'est un résistant. C'était un résistant. Il avait fait une bibliothèque colossale. يعني Robespierre, يعني toutes les têtes pensantes de la Révolution française, je m'étais Abreuvé. abreuvé. Je m'étais abreuvé. C'est-à-dire, au moment. Continuez. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un peu de politique, à savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. La Révolution, jusqu'à maintenant, c'est injuste pour moi, c'est devenu quelqu'un dont je rêve souvent. Jusqu'à maintenant, jusqu'à mon âge, je vais prendre le livre de Saint-Just, qui est écrit en ce qui le concerne, je le relis. Robespierre, Danton, c'était eux qui m'ont pratiquement réveillé pour m'engager dans l'ALN. Et je suis venu. Et une fois arrivé à l'ALN, bon, on m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai décidé d'arrêter mes études comme tout le monde, puisque tous les Algériens, il y a eu une grève générale. Donc même si les lycéens, on n'était pas... Plus nombreux. Non, on n'était pas... Par rapport aux étudiants, quoi. Oui, par rapport aux étudiants, mais aussi, il y avait une certaine autorisation de continuer un peu les études. Mais moi, je n'ai pas pu. Alors, Monsieur Msous, une fois que vous êtes décidé à rentrer au pays et de vous engager dans la Révolution, le contact réel, comment il s'est fait ici au pays? Dès mon arrivée, j'ai trouvé des gens, des parents qui étaient déjà dans le maquis. Et ils m'ont fait intégrer dans l'ALN, d'autant plus qu'on avait besoin, l'ALN avait besoin de gens lettrés pour faire des rapports, pour faire des lettres, pour faire calculer faire la comptabilité des cotisations, etc. On avait une véritable administration. Il fallait apprendre à écrire la machine. C'est la première fois que j'ai appris à apprendre la machine au maquis. Ce n'est pas dans le lycée, ni dans le collège, ni dans le lycée que j'ai appris à taper sur une machine, mais plutôt au maquis. Puisqu'on est en plein sujet de la Révolution, c'est-à-dire comment les choses se sont organisées au niveau de la Wilaya Trawa au moment de votre arrivée. Au moment de mon arrivée, l'organisation de la Wilaya Trawa était définitivement arrêtée. Dans la Wilaya Trawa, il y a la Wilaya bien sûr, la Wilaya Trawa qui comporte 4 zones. Il y a la zone 1, qui est la zone de la petite Kabylie, mais jusqu'à Sétif, de Bnei Ya'la jusqu'à Sétif, Bni Wartilan, etc. Maouche, tout ça. Et voilà, Maouche exactement, il y a même Sahmimi, Allah yarhamou, dans le cas. Il y a la zone 2, c'est la vallée de la Soumane. Il y a la zone 3, c'est la Haute-Kabylie, la Haute-Kabylie de Yanin, Azazgat, Tizi Ouzou et tout ce qui concerne Tizi Ouzou, c'est-à-dire que Ain el-Hammam, Azazgat, Bourjounaïel, Delus, etc. Et il y a la zone 4 qui est constituée d'une partie de Michelet, d'Al-Mizan et de Jusqu'à Bouera, la Gare Omar, tout ça. Il y a la Gare Omar, voilà, la Gare Omarakine, c'est la zone 2, mais Artemé-Guinéen, c'est la zone 4. La zone 4 est de l'Artemé-Guinéen. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque zone
je ne me souviens plus du nombre de secteurs. Il y a 4 secteurs. Il y a des zones il y en a où il y a 5 secteurs. Et dans les secteurs, généralement, il y a 2 à 3 qasma. C'est-à-dire que lorsque ce n'est pas au centre, il y en a dans une région bien peuplée, on prend des qasmas à partir de villages qui sont un peu éloignés, et c'est ce qu'on appelait à l'époque les qasmas. Et le secteur, c'est plusieurs qasmas qui forment le secteur, et c'est plusieurs secteurs jusqu'à 4, 3, 4, 5, jusqu'à 5, parfois secteurs qui forment la zone. Et les zones à Kinednir, il y a 4 zones au niveau de la Wilaya 3 qui sont constituées. Donc, Bni Wassidan, la vallée d'Assouma, la Haute-Kabylie et la Basse-Kabylie. Et là, mais il y a toujours, c'est-à-dire au niveau local, régional, c'est-à-dire un conseil de coordination, de politique d'information. Au secteur, il y en a au secteur, dans chaque secteur, il y a un chef de secteur qui est généralement un adjudant. Et il a des adjoints qui sont en priorité le commissaire politique, qui est sergent-chef, un sergent-chef commissaire politique, un sergent-chef chargé des renseignements, un sergent-chef qui est militaire, qui a chargé des opérations militaires. Qui a une section, 2 sections sous son autorité, et qui est chargé des opérations au niveau du secteur. Et il y a toute une petite, je dirais, organisation administrative. Il y en a des responsables des habous, par exemple. Des responsables des habous. C'est eux qui remplacent l'état civil. C'était interdit aux gens d'aller à la commune pour déclarer la naissance ou le mariage ou la mort des gens. Il y avait un pouvoir parallèle. Il y avait un pouvoir, une organisation parallèle qui était arabophone. Pour la plupart, il y en a des gens qui... Des arabisants. C'est des arabisants. Ce sont des gens qui étaient dans les zaouiyat et qui ont rejoint le maquis également. Donc, j'ai eu deux cahiers, on me les a pris, je ne sais pas qui est-ce qui me l'a pris. Voilà, je l'ai fouillé, mais j'ai réussi à trouver, je pense que je vais le retrouver. Ah, très bien. Et quel est, dans ce mode d'organisation, quel était le rapport à vous continuer? Non, donc au niveau du secteur, donc vous avez au niveau du secteur, donc il y a ce secteur 1, 2, 3 ou bien 4 secteurs. Et cela, il y a ce que l'on appelle, ils peuvent être rattachés à une seule région. Un truc pyramidal. Pyramidal, à une seule région. C'est un mode d'organisation propre à une guérilla. Voilà, propre à une guérilla. Il peut y avoir 5 secteurs. Hein. Et il y a la région au-dessus. Et au-dessus de la région, comme je vous l'ai dit, il y a, il y en a dans la zone 3, dans la Grande Kabylie. Il y a les zones. Il y a une zone qui a sous sa autorité, il y a 5 régions. La zone 3, il y a 5 régions. La zone 1, je crois qu'ils ont 4 régions également. La zone 2,
3 régions, si je ne me trompe pas, c'est l'une des deux qui a de... Mais l'essentiel, il y a un travail de coordination comme il y a un conseil du wilaya qui Bien, se non, réunit, mais qui justement, doit faire. c'est ce à quoi je dis, puisque je mets zone 3, zone 2, zone 2 et zone 1. Il y a donc, vous avez la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, et plus tard, il y a eu les organisations des villes qui étaient plus ou moins autonomes, et l'organisation même d'Alger. Quand tout Alger a été détruit, C'est-à-dire on a puisé, on a puisé de la wilaya Tawa. de la Wilaya 3. C'est en quelle année? C'est à partir de 1959, la fin 59, qu'on a commencé à... C'est-à-dire il y avoir- a eu des avoir une- combattants, des commissaires politiques Des- qui ont été envoyés de la qui, wilaya Tawa qui à la zone ont été Tawa. envoyés, pas énorme, pas beaucoup, mais il y avait quand même des gens qui nous ramenaient les cotisations d'Alger, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisations quand il y a eu la bataille d'Alger. Alger a été presque décimé, il n'y avait personne. Donc Alors Alger, il y a une chaque partie d'Alger village- qui cotise pour la wilaya Tawa. il y a une grande partie d'Alger qui cotisait pour la Wilaya Tawa, oui. Nous avons des gens auxquels nous avons donné un grade de sous-lieutenant, un grade de lieutenant. Même s'ils Même opèrent dans la zone autonome, Même s'ils opèrent dans la ils zone dépendent de la zone de... Ils dépendent de la Wilaya Tawa. 3. Ils dépendent de la Wilaya 3. Donc c'est une zone, d'ailleurs on l'appelait zone autonome. Il y en a l'organisation d'Alger, c'est la ville où il y a eu beaucoup de gens, parce que d'abord, il y a eu beaucoup de gens qui se sont sauvés de leur village, Qui sont venus à Alger. qui sont venus s'installer, donc ils ont réussi. D'autant plus que, même juste au déclenchement de la guerre, Ouamran, c'est lui le premier responsable de la zone autonome d'Alger. Bon, parce qu'il y avait Un lien. un lien, oui, Un aussi. lien historique, Il y a un c'est-à-dire lien dû à historique. l'immigration. Puisqu'on parle d'immigration, on parle d'immigration interne, c'est-à-dire les gens qui sont venus de Tizi Ouzou, De Tizi de Ouzou, Kabylie à Alger, et le rapport avec l'immigration, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. On n'a pas eu des gens qui cotisent de France directement dans le Directement, c'est rare. Ok. C'est rare, mais quand ils viennent en congé, il y a toujours une enveloppe pour la LN. Il y a une double cotisation. Une double cotisation, mais sans la demander. C'est pratiquement volontairement, ils le font. Maintenant, il y a aussi autre chose, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Ils envoyaient des mandats. Et les mandats, il y avait une partie, Un pourcentage un pourcentage qui était destiné pour la destiné à la LN. Yani, ce n'est pas une obligation, mais c'est devenu une conduite normale. Yani, quand quelqu'un reçoit un mandat de France, il y a toujours la part de la LN ou du FLN qui est mise de côté et qui est mise à sa disposition. Alors généralement, c'est-à-dire l'ALN avait de très bons rapports avec la population, avec les organisations existantes déjà. Je ne sais pas comment l'ALN avait ses rapports avec, par exemple, les structures traditionnelles à l'époque, le rapport. Avec Tejma, par exemple. Ce sont généralement, ce sont des militants qui sont désignés par la LN pour constituer le comité du village. Donc il y a un comité du village qui assiste de l'assemblée du village. Et à l'époque, tout au moins à partir de 1958-59, il y avait très peu de gens, il y avait très peu d'hommes, parce que les hommes étaient la plupart en prison ou au maquis. Dans l'immigration. Ou immigrés. Très peu. C'était très peu de gens, il faut le reconnaître. Il n'y avait que quelques personnes qui ont rejoint les rangs de la France, qui se sont déclarés, qui sont engagés. C'est-à-dire Les Harkis, oui. c'est des harkis. C'est des Harkis.
en ce qui concerne, donc vous avez compris les choses. Vous avez le secteur, la région, la zone. Et la Wilaya 3. La Wilaya 3, il y a 4 zones. Il y a sous deux la zone, plus la zone autonome d'Algérie, qui avait le rang de zone, les responsables qui étaient ici, on leur a donné le grade de lieutenant ou de capitaine. Alors, Monsieur Msous, comme vous l'avez dit, vous étiez plusieurs fois secrétaire de région, de tout ça, et à la fin, presque à la fin de la guerre, vous étiez au secrétariat de la Wilaya 3. Alors, vous avez eu accès quand même à beaucoup d'informations, à l'organisation. Alors, on va essayer puisqu'il y a un débat qui reste toujours d'actualité, sur certains événements. Notamment, c'est-à-dire le premier point, c'est le rapport au MNA. À l'époque, puisqu'ils étaient quand même implantés et ils avaient quand même quelques divisions ou la compagnie qui opéraient à proximité de la Kabylie quand même. Oui, c'est vrai qu'elle existait, cette organisation, mais elle était limitée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une organisation qui était autonome, qui était libre. L'organisation du MNA, personnellement, mon opinion, c'était surtout ceux qui étaient ici en Algérie. C'était des gens qui ont refusé de combattre, de se battre avec le FLN ou avec l'ALN. Et ils sont arrivés à être pratiquement inutiles, donc ils se sont ralliés aux Français. Ils se sont ralliés aux Français. Est-ce qu'il y a eu des témoignages d'anciens combattants, là, de maquisards ou là, de responsables politiques qui est revenu sur cette affaire de Melouza ou là, qui atteste ça? Il n'y a pas eu de gens parce que la population a été décimée et des gens ont voulu donner ça à Abdelkader al-Khabi. L'assassinat de ces gens-là, mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. La réalité n'a amené de moi à une zraya. Des Français, mais chez des Guinéens, des Français, ils zraya, mais à tout cas, j'étais pas là. Mais aucun moudjahid vous a raconté? Aucun moudjahid n'a dit que j'ai assisté à telle ou à telle chose. C'est une affaire de services spéciaux? C'est une affaire de services spéciaux français. C'est des services spéciaux français parce que il y avait un Kieskarn, le commandant, le général du MNA, comment il s'appelle? صراحة مرة مش حشنك. Donc lui prétend que c'est la Wilaya 3 qui a fait ça, mais la réalité non. Ce sont les Français qui ont fait ça. C'est une façon de discréditer Amirouche. De discréditer Amirouche, de discréditer tout le monde. Révolution. La guerre de libération. Amirouche, à l'époque, il y avait Mohamedi qui était chef de la région, chef de la Wilaya. C'était Mohamedi. C'était pas Amirouche. C'était pas Amirouche qui était chef de la Wilaya 3. Ah, c'était Mohamedi. C'était Mohamedi. Mohamedi خاطر يروح كريم Mohamedi qui l'a remplacé. Qui l'a remplacé, Goran Goumkanis. Et quand il est parti lui-même, il a laissé Zahma Vrero chez l'armée, mais qui n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps, et c'est là que Sami Rouge, revenant de Tunisie, il a pris le commandement de la Wilaya 3. Mais c'est après, bien après, Melouza. Amirouche n'était pas là. Il était en Tunisie. Parce que certains ont tenu quand même cet amalgame. Non, ce n'est pas Amirouche. Il n'était pas en Algérie.
lorsque l'opération a été menée, lui se trouvait en Tunisie. Se trouvait en Tunisie. C'est pas lui. Et il y a aussi cette affaire de la bluite, c'est-à-dire il y a beaucoup Et de gens qui sont revenus ça. Est-ce qu'on peut compter, est-ce que vous attestez qu'on a eu des dépassements ou des erreurs, puisque vous étiez au cœur de la révolution et de la oui, Oulaye Trawa. c'est là où la Troie, effectivement. Je crois que c'est moi, personnellement, on ne m'a jamais interrogé, on ne m'a jamais posé de questions sur ça. J'étais un lycéen vers la fin des études du collège, on ne m'a jamais posé une question sur la fameuse bléite. En ce qui concerne la bléite, il y a une chose que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a eu le service secret français, le deuxième bureau, était bien organisé. Ils ont réussi à avoir des informations sur des gens et ils ont décidé de tenter de déstabiliser l'ALN. Malheureusement, ils sont arrivés, mais je dois dire une chose. Lorsqu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été arrêtés à travers un peu l'Aboudaya, Amirouche a réuni l'ensemble des cadres au-delà d'adjudants. Les chefs de secteur, il y avait beaucoup de chefs de secteur qui ont assisté. Les chefs de région, c'est tous. Les chefs de zone, ils ont tous assisté. Quel est le langage de Amirouche, de Samirouche on parle toujours en français ou bien on va aller en français, en français. D'accord. Alors il leur dit, nous avons découvert un complot qui tente à nous déstabiliser. Nous n'avons pas de preuve. On a été arrêtés, on a été obligé d'arrêter certains moudjahidines. Je ne prends pas seul la responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, moi je serai avec eux. Parce que je tiens à vous dire ceci. Les envoyer en Tunisie, parce qu'il y a des officiers que nous n'avons pas le droit de tuer, ou bien de juger, il faut qu'ils soient jugés. Par le GPR, par l'état-major, le GPRA, mais pas par nous. Or, les envoyer en Tunisie ou au Maroc, c'est de les envoyer soit à une mort certaine, soit, si c'est vrai, ils vont se rallier. C'est-à-dire, il était face à un dilemme. Voilà, il était dans une situation impossible. Donc, je ne vous donne aucune instruction. D'un côté, vous avez des frères dont la vie dépend de vous, et d'un autre côté, il y a la révolution. L'intérêt de la révolution. L'intérêt de la révolution. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez votre décision, je suis avec vous. C'est Hamimi qui était le président du comité. Mais vous admettez, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des dépassements ou des erreurs? On Ça a fait des dégâts? On ne peut pas faire une révolution sans dégâts. Je dis cela parce que, je vous dis encore, bon, je ne les ai pas ici. Yannick Saint-Just, Danton et compagnie, c'est des livres de chevet que je lis souvent. Et pourtant, ils ont été passés par la guillotine, eux aussi. Ce sont les meilleurs qui ont été tués. Donc, il y a eu
il y a une majorité de gens qui ont dit on ne peut pas les envoyer à l'extérieur, c'est les envoyer à une mort certaine ou bien ils se rallient. On a essayé de les garder ici, mais malheureusement, on n'a pas pu assurer leur sécurité absolue tout le temps. Parce que lorsqu'il y a une opération, et quand l'opération se rapproche des lieux, les gens avaient reçu des instructions. Quelle instruction? De les tuer éventuellement. C'est tout. C'est pas tout le monde qui a été Jugé légalement. Légalement jusqu'au fond. Il y avait un danger. Il y avait un risque. Il fallait faire un choix. Hein? Il fallait faire un choix et généralement c'est un choix difficile. C'est un choix très, très, très difficile. C'est pas pour légitimer, bien sûr. Non, hein? Ben oui, non, c'est un choix qui était très difficile à faire. Très difficile à faire. Moi, j'ai vu des cadres qui pleuraient d'avoir assisté ou accepté ou donné l'ordre pour de telle ou telle chose. Non. La Bleuite, on s'est fait avoir, c'est terminé. On s'est fait avoir. Ce n'est pas l'intelligence du capitaine des jets qui est là, mais enfin, il a été intelligent. Il a été intelligent et donc on l'a suivi. Il nous a tendu, il nous a tendu des lièges, des choses que nous n'avons pas pu éviter. C'est-à-dire malgré la Bleuite. Mais il y a une chose. Lorsque la guerre est finie, ils n'étaient pas tous là, il y avait certains qui sont morts, mais M. Mohamed El Hajj, il était là, dans une réunion, en tête à tête. Je lui ai posé la question. Quel est le statut de ces gens-là? Ces gens-là, est-ce que vous êtes certain? Il dit non. Je ne suis pas certain de leur culpabilité. Non, alors, si vous permettez, ordonnez que tout le monde soit considéré comme moujahid, comme mort pendant la guerre. Et c'est ce que nous avons fait. Tous ceux qui ont été tués durant cette période bleuite ont été intégrés comme des moudjahidines tombés au champ d'honneur. On a quand même eu la précaution de réfléchir un peu. C'est déjà pas mal. Et la wilaya Taroua aussi, c'est-à-dire au-delà du fait qu'il y a eu ces dépassements, c'est la wilaya aussi qui a envoyé plus de personnes étudiées à l'étranger. Ça, c'est le génie d'Améroche, c'est ça? C'est le génie d'Améroche, du colonel Améroche. Et lui pensait... Lui qui n'a pas fait d'études. Il n'a pas fait d'études supérieures, mais il avait quand même... Il avait une formation, il était politiquement très, très, très mûr. C'est vrai que ce n'est pas Améroche qui a ordonné l'assassinat, l'exécution de ces gens-là. Ce n'est pas lui. Nous sommes dans un dilemme. D'un côté, nous avons des frères, d'un autre côté, nous avons la révolution. Que doit-on faire? Et ça a été fait comme ça a été, malheureusement. Malheureusement, mais là, c'est pas vrai, il n'y a pas que des intellectuels aussi. Non, parce que les gens disent que ce sont les intellectuels qui ont été tués, mais en réalité, non. Il y avait un mélange de tout. Il y avait un mélange de tout. Il y avait des lettrés, non lettrés. Il y avait des lettrés et non lettrés, exactement. Il y avait des lettrés et des non lettrés. Moi qui venais de France, je n'ai jamais été interrogé. Inquiété. Non, je n'ai pas du tout été interrogé, ni quoi que ce soit. Donc, si il y avait quelque chose de véritable, ils vont se dire, celui-là, il vient de France, il est peut-être déjà
formé, il est formaté pour cette histoire-là, et alors, non, il n'y a pas eu cette histoire. Je n'ai jamais été. On ne m'a jamais posé de questions ou quoi que ce soit. J'ai fait mon travail normalement, et c'est tout. Pendant la Révolution, tiens, c'est un truc, puisque vous avez une formation inspirée de la Révolution française avec tous ces soubassements idéologiques, est-ce que vous avez eu des problèmes à exprimer vos opinions, c'est-à-dire en pleine révolution, dans les réunions, dans les discussions avec les commissaires? Il y a eu une animosité? C'est-à-dire que, bon, au niveau des régions, du secteur, de la région et même de la zone, on n'avait pas tellement beaucoup de problèmes politiques que l'on doit exprimer, que l'on doit éventuellement développer. Mais au niveau de la wilaya, oui, au niveau de la wilaya, il y a eu des décisions qui ont été prises à la suite d'une proposition d'un des lettrés, d'un de nous, d'un des autres lettrés dont je faisais partie. Par exemple? Oh, par exemple, les officiers libres avec la Boudayada, avec la zone 2. La zone 2, nous avons dit qu'il ne fallait pas, nous n'allons pas nous battre encore entre nous. Eh bien, Simon El Hadj a réussi à éteindre le feu qu'il y avait entre certains, malheureusement, qui ne sont pas. Moi je dis, il y avait un ou deux qui n'étaient pas fiables. Sadaq, comment il s'appelle? Sadaq. Ça fait le Gharour, c'est ça? Non, monsieur Sadaq, il est de la petite Kabylie, de La région de Seddouk. de Seddouk. Et il y avait C'est ça, hein? J'ai oublié. Je l'ai oublié. Je n'ai pas eu le temps de me ressouvenir de lui. Et il y avait, comment il s'appelle l'autre? Celui qui a fait l'histoire des armes qui ont été à Béjaïa, à Béjaïa, 1963 ou 62 ou 64, je ne me souviens plus. Il voulait faire une scission, quoi. Il voulait faire une scission, mais on ne sait pas si c'était des gens conseillés par l'étranger, de l'étranger, ou bien des gens qui étaient en relation avec Sadaq Farhani. Il y avait Sadaq Farhani et il y avait Boulahia. Donc on appelait Boulahia. Là, c'est en pleine révolution. En pleine révolution. Il y a eu une tentative de scission avec Il y le avait une FLN. tentative de scission. Avec l'ALM plutôt. Avec l'ALM, entre Sadaq Farhani et Boulahia, Ben Yahya. Ben Yahya. Bon, Ben Yahya, c'est quelqu'un qui était, je crois, qui était mousse dans un bateau. Et celui qui a fait les trucs, les armes au Capsigli. Ah, d'accord, ok, en 1980. Non, 1980. 79, 80. L'affaire de Cap Sigli, c'est la même période. Non, bien avant. Bien avant. 78. Le fameux Ben Yahya. Le fameux Ben Yahya, oui. Et la population dans Sahmimi, de la zone 1, ils étaient. Il y avait d'autres de la zone 2, ils étaient à la zone 2. Sadaq Farhani, il est de la zone 2. Mais vous arriviez quand même à gérer toutes ces contradictions. Ça a été très difficile. Et Simon El Hadj a été d'une humanité, d'une tranquillité, d'une politique. On avait l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui fait de la politique depuis qu'il est né. Pour lui, l'individu vaut quelque chose. La vie d'un homme est importante.
C'est-à-dire quand même, c'était quoi la divergence exactement? Est-ce qu'il y a une divergence politique ou pour la direction ou c'est un mélange? C'est une divergence qui avait politiquement la responsabilité. Il y avait Abdelrahman Mira. Et Abdelrahman Miraoui. Voilà, il y avait Mira qui était aussi pas tout à fait dans le coup, mais quand il est mort, Sadak et Ben Yahya ont repris le bateau de pèlerin de Mira, de Abdelrahman Mira. Mais lui n'aurait pas accepté de combattre, quoi. Abdelrahman Mira n'aurait pas accepté qu'il y ait une effusion de sang. Parce que Simon de Hajj, lorsqu'il est venu de Tunisie, il me dit, écoute, si tu veux prendre le commandement de la Wilaya, je te le donne. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Soit un homme, il est Kderguez. Il a dit ça. C'est ça en quoi Simon de Hajj est un homme tranquille, conscient, citoyen, tassah. Revenons à la question puisque ça a suscité aussi beaucoup de débats sur la mort du colonel Amirouche. Il y a certains qui disent qu'en quoi l'armée française, enfin s'il y a une histoire de radio, tout ça, qu'en quoi ils ont reçu des informations ou, comment on appelle ça Bon, la mort d'Amirouche, je vais vous dire une chose. Premièrement, il n'avait pas de radio. Il n'y avait pas de radio, donc on ne peut pas l'appeler, ni de Tunisie, ni de la Wilaya 3. Comment peut-on l'appeler? Deuxièmement, les Français n'ont rien capté. Ils n'ont rien capté. Il n'y a pas eu, ils ne peuvent pas capter quelque chose. Ils ne peuvent pas capter quelque chose parce que il n'y avait pas de radio en sa possession. Ni lui, ni Silhouas. Ni lui, ni Silhouas. Le poste télégraphique de la Wilaya 6, n'était même pas chez eux en Wilaya 6. Quand ils voulaient passer un télégramme, c'était en Wilaya 1. C'était en pleine forêt de la Wilaya 1. Ils vont là-bas et ils passent leur communication. Parce qu'au Sahara, c'est le plat. Il n'y a aucune sécurité. Mais je vais vous dire une chose, quelque chose qui n'a pas été encore révélé. Lorsque la guerre, le cessez-le-feu est intervenue, il y a eu un officier de liaison français. Qui a été capturé? Non, qui était resté pour chaque Wilaya. Il y avait un colonel ou un lieutenant-colonel qui était le représentant de l'armée française. En attendant la passation de consigne. En attendant le départ de toute l'armée française. Il y avait un colonel qui était à Tizi Ouzou et qui était l'officier de liaison pour la Wilaya 3. Et j'étais son vis-à-vis. J'ai eu l'occasion on a lié un peu la guerre est terminée. Une sorte de fraternisation. Non, il y a pas tout à fait une fraternisation, mais enfin, on a discuté, quand tu l'as vu à qui il avait affaire, je dis que j'étais au lycée de Carnot, etc. J'ai voulu m'installer, me faire les grandes écoles. On m'a refusé parce que je n'étais pas français. Et dans les discussions, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous savez où c'est Amirouche et Silhouas sont ensevelis? Quel est leur tombeau? Et comment ils ont été tués? Il a dit, je vais me renseigner, je ne suis pas au courant, mais je vais me renseigner. On s'est revus,
Il ne m'a rien dit. Le jour de son départ, la veille de son départ, il m'appelle. Il me dit, bah, je pars. Dans 2 jours, je m'en vais, donc on va faire un repas ensemble. Je lui dis, d'accord, mon colonel, on y va. Je lui ai reposé la question. Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux vous dire une seule chose. Il dit, le jour où Amirouche et Sirhouès ont été tués, c'est que la veille, ils avaient déjeuné chez un caïd, dont un des fils est directeur dans une grande administration algérienne actuellement. Il ne m'a pas dit qui. Directeur, mais quel ministère J'ai réussi à lui arracher juste le ministère de l'Intérieur. En définitive, par la suite, on a appris également qu'ils avaient dîné chez le père ou le grand-père de... Comment il s'appelle Chérif Rahmani. Il avait son justice, parce que l'un d'eux est caïd. Je ne peux pas vous dire qui est le caïd. Donc en réalité, c'est lui qui les a donnés. Je ne sais pas quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas... Quand Amirouche est parti, j'ai vu son départ, j'étais là, il n'y avait pas de poste avec lui. On n'est pas de poste avec lui. Sirhouès, je vous dis, quand il voulait communiquer avec l'extérieur, il fallait qu'ils aillent du côté de Tébessa. Parce que dans le sud, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de sécurité. C'est pas comme l'Akfadou. Hein. Non, c'est pas comme l'Akfadou, exactement. Ni comme Bounaman, qui Sidi Naaman. Non, Sidi Naaman وحده, c'est Bounaman وحده. Ah, je connais pas. Bounaman, c'est pour Guédan, le Cap Chigli, etc. Et quel a été l'impact quand les Moudjahidines, ils ont su qu'en quoi Amirouche et Sirhouès ont été assassinés? Bah, l'impact, c'est que tout de suite, on s'est mis à se battre, à faire des opérations, pour dire que nous sommes toujours là. Ah, il y a eu intensification des opérations. Il y a eu une intensification des opérations. Il y a eu une intensification des opérations. Pour leur dire, bon, il n'y a pas qu'un seul Amirouche, nous sommes tous des Amirouches. On n'a pas arrêté de se battre. Et le premier responsable de la wilaya, il avait les mêmes qualités, il a été bien formé. Chez Mohamed El Hajj, bon, je peux dire que c'était un homme calme, juste et qui se bat. Et qui se bat. C'est un baroudeur, quoi. C'était qui oui. Il lui est arrivé de prendre ses carabines et de tirer, et de bien tirer. Ah, très bien. C'était en pleine opération de ratissage aussi. C'est-à-dire, à l'époque, il y a eu quand même intensification. Il y a eu intensification des opérations. Il y a eu les opérations jumelles. Les opérations jumelles. C'était en plein quand même. C'était en plein, oui. C'était en plein. Mais vous vous êtes adapté quand même. On a réussi à s'en sortir, c'est déjà pas mal. La preuve, vous êtes là avec nous, c'est ça. Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que nous perdions des gens, des moudjahidines, surtout dans ce qu'il y a une embuscade ou lorsqu'il y a un ratissage. Et le ratissage, à partir du moment où nous ripostons, il y avait immédiatement l'artillerie, l'aviation. Il y a eu l'aviation, il y avait eu l'artillerie maritime, et il y en a qui faisaient des ravages. Mais enfin, ils tiraient la plupart du temps, ils tiraient dans les nus, quoi. Il faut ajouter à cela une chose que nous n'avons pas oubliée. Nous, lorsqu'il y a eu Ben Bella qui voulait faire sa révolution,
Hein, il a accepté parce qu'en réalité, Boumediene avait envoyé Bouteflika au GPRA. Non, il n'a envoyé pas au GPRA. Il a envoyé à Boudiaf pour que Boudiaf soit avec lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes au courant de cette histoire-là. Donc Boudiaf a dit non. Ils se sont. Bouteflika s'est rapproché de Boumediene, de Ben Bella. Ben Bella a dit je suis avec vous. Donc c'est ce qui a valu le truc de Tripoli, le CNRA de Tripoli. Le fameux congrès de Tripoli. Le fameux congrès de Tripoli, là où Ben Bella, je dis, pour moi, il a fait une chose bien, dans la mesure où il a dit à Krim Lahirahmou, ne compte pas sur les procurations de la Oulaya 3, elles sont chez moi. Donc il lui a dit c'est pas la peine que l'on fasse. Mais globalement, c'est-à-dire les Moudjahidines, les maquisards de l'intérieur, quand même, ils ont accueilli favorablement, c'est-à-dire les accords Les accords d'Évian, nous sommes obligés de l'accueillir parce que nous n'étions pas les seules victimes. Le peuple en entier était la population. Il était affamé. Il n'y avait plus. Les Français se sont rendus compte que les Algériens qui se trouvent en France, quand ils viennent, avec un peu d'argent, soi-disant, pour le donner à des familles ou des choses, ben non, ils sont arrivés à interdire cet argent. Ils sont arrivés à reprendre cet argent, le garder chez eux et le leur donner, progressivement. Donc là, nous étions arrivés à la fin de la guerre. Il n'y avait pas plus de 9000. L'objectif n'est pas de tuer tout le monde, de faire tuer tout le monde, mais plutôt de laisser une population qui puisse construire une véritable Algérie, algérienne. Mais c'est une Algérie algérienne à la française, mais une Algérie algérienne. Mais lors du référendum, il y a eu quand même un travail politique au niveau de la Wilaya 3, de propagande, Ben, nous arrivons à cela lorsque donc il y avait les accords d'Évian. Nous avons reçu, juste après, par quelqu'un qui est venu d'Allemagne, et ensuite en France et ensuite à Alger, il nous a ramené les originaux des accords d'Évian. Et au niveau de la Wilaya 3, nous avons reçu ordre de distribuer les accords d'Évian aux maquisards et à la population. Aux maquisards et à la population. Les maquisards, bon, il y a le chef de région, le chef de secteur qui en a un, et qui doit informer les Moudjahidines. Et au niveau des villages, il y a le chef de Khasma qui prend un ou deux et qui les répartit. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu les accords d'Évian, je ne l'oublierai pas, c'était des originaux. On s'est mis au niveau du secrétariat de la Wilaya, nous étions 5 peut-être. Oui. En tout cas, il y en avait 3 sur 3 machines, parce qu'il fallait reproduire sur du stencil et le faire passer en Renéo pour pouvoir le distribuer à travers la population. Pour la duplication. Pour la duplication, exactement. Donc nous l'avons fait. Et alors dans ces accords d'Évian, il n'y avait pas une seule feuille, une seule ligne sur une annexe qui est secrète ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de clause secrète. Il n'y a jamais eu de clause secrète. Il n'y a pas de clause secrète. La chose qu'il y avait, je vous dis, c'est dommage. J'ai le cachet, j'ai réussi à retirer un cachet originel d'une zone et il figure sur les accords que j'ai.
Donc, dans ces accords, dans ce texte, il n'y a pas une seule ligne sur une annexe ultérieure, secrète.